Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de jeux vidéo pour la première fois. Je viens tout juste de terminer Resident Evil Village. Cette vidéo ne sera pas tant une vidéo de critique qu'une vidéo plutôt sur les aspects de la narration vidéoludique que le jeu emploie et qui m'intéresse. Ce jeu, ce n'est pas ce que l'on pourrait qualifier, il n'est pas ce que l'on pourrait qualifier d'une œuvre d'art. C'est mal écrit, c'est grossier, c'est même plutôt stupide. Le scénario mérite pas vraiment que l'on s'y attarde. Les décors, quant à eux, sont assez magnifiques, même s'ils ne sont pas très créatifs. Pour autant, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des allers-retours dans ce village maudit. En fait, ce qui m'a particulièrement fait rentrer dans le jeu, c'est le parti pris radical du point de vue à la première personne. Il n'y a presque pas de coupure, ce qui permet aux joueurs de vivre les événements en temps réel, un peu comme une sorte de très long plan séquence. Il me semble que ce parti pris, pourtant plutôt décrié par les amateurs de la série, a le bénéfice d'impliquer tout du long le joueur et d'éviter les simulacres de cinéma. Le jeu assume donc d'être un jeu dans le sens où il prend à partie le joueur, lui fait faire des allées et venues dans les espaces et le maintient immergé par les procédés de mise en scène. Le bémol que j'apporterai ici, c'est la linéarité écrasante de la narration. À une autre occasion, j'essaierai de parler plus précisément de Super Mario 64 pour approfondir la différence que je trouve entre scénario et narration dans le jeu vidéo particulièrement. Ici, les deux sont confondus, de sorte à ce que la narration que se raconte le joueur soit confondue avec le scénario. Si la mise en scène ne permet pas de changement de point de vue, l'effet plan-séquence dans son ensemble ne permet pas pour autant une narration autogénérative, ou du moins elle est très limitée. Il y a bien quelques petites quêtes annexes, quelque chose à aller trouver, enfin voilà, il y a toujours des petites choses à aller explorer. Même des choses un peu cachées à aller trouver, mais ça reste assez peu décisif et disons que voilà, le cœur du jeu est relativement sur des rails. Ou du moins donc la narration autogénérative, ça correspond, quand je parle de narration autogénérative, à l'histoire qui se construit par les déplacements et errances du joueur, et les actions aussi du joueur, indépendamment du ou des scénarios écrits par le ou les créateurs du jeu. Un jeu où la narration est totalement autogénérative, par exemple, c'est Minecraft, puisque la narration dépend entièrement de ce que le joueur décide de faire, et où il décide d'aller dans les espaces qui lui sont proposés par le jeu. La quête du dragon, dans Minecraft, n'étant qu'un prétexte pour contextualiser un générique au jeu, qui bien sûr ne se termine pas à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'effet un peu bac à sable de Minecraft, c'est que justement, il n'y a pas vraiment de scénario. Le seul bribe de scénario, c'est trouver le dragon de la zone de fin. Mais voilà, on sent très vite que c'est vraiment un prétexte. On peut très bien jouer à Minecraft sans aller chercher ce dragon. On peut très bien continuer à jouer après l'avoir trouvé. Là où dans Resident Evil, on peut pas faire grand chose d'autre que de suivre l'histoire. C'est très très difficile de s'affranchir du scénario du jeu. D'autant que le jeu à la fin nous donne le temps qu'on a mis pour le terminer. Une fois qu'il est terminé, on ne peut pas revenir dans le village. On n'est pas dans cette logique de monde ouvert. C'est pas forcément que c'est une mauvaise chose, hein. C'est une approche qui a le mérite d'exister. Cependant, voilà, on n'est pas dans un jeu comme les parchemins anciens, les Elder Scrolls, par exemple, où on a une trame narrative principale, des trames secondaires, des trames tertiaires, j'ai envie de dire, parce que entre la trame principale, les guildes qui sont secondaires et toutes les petites quêtes en plus derrière qu'on a, ça fait que le scénario, c'est un fil rouge qui est un prétexte à nous lancer dans le jeu, mais qu'on n'est même pas obligé de suivre. Et donc là, c'est vraiment la manière dont le joueur va naviguer entre les différents arcs narratifs, les différentes trames narratives qui y sont proposées librement,
que la narration va se dessiner. Et donc la narration dans un Skyrim ou dans Super Mario 64, où là pareil, le scénario est totalement prétexte à nous amener dans un lieu, voilà, dans un Super Mario, la narration dépend entièrement du joueur et de comment le joueur va jouer et va se déplacer dans le jeu. De même, il me semble que c'est un peu ce que raconte d'une certaine manière Stanley Parable, avec cette tension justement. Et je reparlerai, je pense, un autre jour de Stanley Parable plus précisément également, parce que c'est un jeu important. Mais bon, Stanley Parable qui justement raconte cette tension entre le joueur et le scénariste, en tout cas celui qui écrit le jeu, au sens de l'histoire, de la trame narrative de l'histoire écrite. Mais du coup, ça implique dans ma manière d'appréhender les choses, quand je vous parle de narration autogénérative, que en fait le créateur du jeu est pas tant un écrivain qu'un architecte. C'est-à-dire qu'il y a question de la spatialisation qui est ultra importante. Enfin, pour revenir sur Resident Evil, je voulais vous parler de 2 chapitres qui m'ont semblé les plus intéressants. Le premier, c'est le manoir Dimitrescu, où l'on peut avoir un semblant de liberté de déambulation avec cette grande dame qui nous poursuit. D'ailleurs, on voit un rappel aussi avec le premier Resident Evil qui se passait également dans un manoir, auquel j'ai joué partiellement. J'ai joué un peu au début, j'ai joué un peu au remake par curiosité pour faire l'expérience en fait de la mise en scène, et qui là aussi d'ailleurs était très intéressante, parce que justement, d'aucuns pourraient dire que le premier a mal vieilli ou quoi. Moi je trouve pas qu'il est spécialement mal vieilli, le premier. Je trouve que le premier Resident Evil est très intéressant sur sa manière d'utiliser les limitations techniques de l'époque, c'est-à-dire la 3 dimensions naissante dans les jeux vidéo, et comment on raconte des histoires en 3 dimensions, et l'appréhension de cet espace en fait en 3 dimensions. Et c'est un jeu qui a apporté justement comment dire, des pistes quant à la manière d'utiliser justement le point de vue dans ces environnements 3D dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il utilisait les limitations de la ouais, je crois que c'est la PlayStation à l'époque. Il est sorti sur d'autres consoles aussi, je sais plus exactement. Enfin bon, il utilisait les limitations, en l'occurrence de la PlayStation, pour pas générer de la mise en scène, mais disons que les limitations créent de la contrainte, et en fait la contrainte crée de la créativité, dans le sens où la manière dont la mise en scène est faite dans le premier Resident Evil, avec ces plans de caméra qui font beaucoup de hors-champ, qui créent de la frustration, qui créent une forme d'inquiétude, servent d'autant le jeu en fait en lui-même, et ce que le jeu essaie de raconter, en tout cas en termes d'ambiance, en termes de sentiments un peu de danger, quoi. Parenthèse fermée sur le premier Resident Evil. En tout cas, voilà, le manoir Dimitrescu, c'était un peu un retour dans ce manoir comme ça que l'on explore, dans lequel on fait des allers-retours, et qui est assez beau d'ailleurs. C'était assez plaisant à faire. Et ensuite, sinon, la maison de poupée. Moi, la maison de poupée, je sais pas comment l'appeler autrement. Mais donc c'est un moment où le jeu fait l'économie des ennemis, en nous embarquant dans une séquence d'énigmes et de fuites, où tout passe par l'ambiance. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un jeu de tir où il faut tirer sur des, c'est même pas des zombies, c'est des loups-garous dans celui-là, enfin j'ai pas bien compris, mais bon bref, c'est. En tout cas, voilà, on n'a pas à tirer sur des entités. Là, on est plutôt dans un truc où on est plutôt en train de fuir. À un moment donné, on va s'attaquer au chef de ces lieux, à cette espèce d'entité, de poupée hantée ou je ne sais quoi. Mais on n'est pas, disons qu'il n'y a pas vraiment de difficulté qui réside dans le fait de trouver des munitions, dans une forme d'adresse ou quoi. On est plutôt dans un travail d'ambiance. Et j'ai trouvé qu'il était assez rafraîchissant ce niveau pour ça. C'est-à-dire qu'il arrivait à être pesant, il arrivait à être très prenant sans être dans le pompon, quoi, dans le tir. Ce qui sera moins le cas dans d'autres niveaux, et notamment à la fin où là ça devient carrément bourrin, et où l'ambiance est
moins présente. Pour autant, voilà, voilà, Resident Evil, c'est pas vraiment un jeu d'art, donc c'est pas un jeu qu'on retient pour son histoire, pour sa mise en scène. Donc là, les points que j'ai abordés, c'est vraiment des points qui, moi, dans le jeu, m'intéressent sur ce que ça raconte comme potentiel du médium et sur des manières que l'on peut avoir d'appréhender le jeu vidéo pour raconter des choses ou faire vivre des expériences d'une manière singulière et d'une manière qui soit propre aussi à ce médium. C'est pour ça que je disais au début que c'était pas forcément très cinématographique dans le sens où il n'y a pas d'alternance de point de vue. Et ce que je trouvais, vraiment bien dans le sens où le jeu voilà, assume d'être un jeu et donc on est à la première. Certains n'aiment pas la première personne, ce qui peut se comprendre. Dans ce jeu-là, je trouve qu'elle est plutôt bien gérée dans le sens où le jeu a été travaillé pour être à la première personne, donc moi je l'ai pas trouvé trop comment dire, trop complexe à jouer pour ça. Alors qu'un jeu comme Red Dead Redemption, par exemple, ou GTA, qui sont des jeux qui sont pensés à la troisième personne et que l'on peut jouer à la première personne, quand on joue à la première personne à ces jeux-là, on comprend très vite qu'ils n'ont pas été pensés pour la première personne parce que c'est injouable. De même, un Skyrim à la troisième personne, je trouve ça un peu dur à jouer. Au final, je pense que c'est pas plus mal que le jeu reste en tout cas dans le point de vue qui a été pensé en termes de jeu à la base. En tout cas, on sent voilà, que ça a été vraiment ajusté pour la première personne et moi ça me va très bien. Et je trouve que c'est d'autant plus cohérent qu'il y a une fluidité qui se fait où justement on ne change jamais de point de vue. Enfin, si, mais pas trop. Disons que dans la globalité, pas vraiment. Et donc là, on va arriver à la fin. En tout cas, voilà ce que j'aurais retenu de ce Resident Evil Village, qui bien que profondément stupide, parce qu'il faut le dire, c'est très très bête. Enfin, l'histoire, moi j'ai pas vraiment joué aux autres Resident Evil, mais bon, enfin, voilà, c'est pas un jeu qui brille par son intelligence et sa finesse d'écriture. Mais donc, bien que profondément stupide, est assez beau, et la radicalité de la mise en scène, enfin après radical, je m'emporte un peu quand je dis radical, mais en tout cas il y a un parti pris de mise en scène qui permet de se sentir pleinement concerné par les péripéties que l'on a en travers de notre chemin qui reste relativement étroit. Donc mon prochain jeu sur la liste, et je suis en train d'y jouer parce qu'il vient de sortir hier sur le Game Pass, c'est 12 minutes, 12 minutes qui est très très intéressant en termes de mécanique, de jeu, enfin voilà. Pour ce qui est des films, je sais pas trop encore. En ce moment, je j'ai pas trop le temps de regarder des films, mais donc je m'avancerai pas sur des films. Je sais qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler. Euh, Donc pour le moment, je sais pas trop pour les films. Prochain jeu, 12 minutes. Voilà, sur ce, à bientôt et prenez soin de vous.